Nous sommes de retour avec Firmin Tekou-Agbo, Maurice Donkovi et Isso Aklesso. On parlait du Ghana et des manifestations ce mercredi pour dénoncer la vie chère. Isso, oui, je devrais revenir sur quelques propos de Ruiz et en finir par Firmin. En réalité, Ruiz parlait c'est parce qu'on utilise trop les importations qu'il y a la vie chère. Mais il faut aussi comprendre qu'actuellement, il y a le soja et le maïs qui sont rares dans le pays. Attention, ce sont des cultures de rente. Oui, et le problème, c'est justement de focaliser sur des cultures de rente dont on ne maîtrise même pas l'expertise. Par exemple, le maïs n'est pas normalement une culture de rente. Ce sont la consommation, on en consomme. Non, c'est une culture de rente. Non, qui au Togo ne mange pas presque la part. Le maïs est une plante qui a été instaurée. Oui, non, c'est-à-dire c'est des plantes que le colon est venu introduire. Moi, je n'ai pas c'est pas à la base de ce mais le Togo ne cultive pas le maïs uniquement pour faire le commerce. Le maïs est presque dans le plat de la ménagère togolaise. Mais ce que moi je suis en train de dire, non seulement, puisque c'est rare là, ce sont des produits locaux actuellement, ce n'est plus forcément. Quand vous allez presque partout, les pâtes qu'on vend maintenant sont à 100 francs, à 200. Je ne sais pas si vous avez circulé. Donc, actuellement, j'ai des agriculteurs et des vétérinaires qui me disent qu'ils ont des difficultés pour trouver le maïs et le soja pour nous. Alors que le Togo produit maintenant abondamment de tout. C'est pour dire que le problème n'est pas que externe. Et en plus, qu'est-ce qui se passe? Nos consommateurs, les produits qui viennent chez nous, le vrai sujet, c'est que quand je suppose que tu es entrepreneur, au lieu que j'achète un produit chez toi pour booster ton économie, tous les Togolais veulent acheter leurs produits de l'extérieur. Et c'est ça qui crée le véritable problème. Même les gens disent que nos consommation locale, mais j'ai vu des gens qui ont besoin d'engrais, ils ont commandé eux-mêmes l'engrais de la Chine. Alors qu'il y a quelqu'un à côté chez qui ils devaient payer l'engrais et évoluer. Maintenant, l'autre aspect, c'est sur la démocratie. Et puisque, disons, dans ton intervention, tu n'étais pas totalement d'accord avec Firmin, mais c'est que, vous voyez, quand on pense, on prend la Corée du Sud, il y a eu alternance. Mais internement, la Corée du Sud n'est pas une démocratie à copier. Si. La Corée du Sud, c'est une démocratie. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait démocratie dans un pays ne signifie pas qu'il n'y a pas de scandale, de corruption. Non, je n'ai pas dit ça. Dans l'une des démocraties, je dis la Corée n'est pas une démocratie. Non, je dis qu'à copier, c'est ce que je suis en train de dire. Et parce que dans le principe de la démocratie, comme Firmin l'avait dit, il y a Touro qui a dit que tout homme isolé de son droit constitue la majorité. Ça veut dire que même si 99% sont d'accord de quelque chose, si moi, en démocratie, si moi je ne suis pas d'accord, on est obligé de revoir aussi mon cas. Parce que je ne suis pas d'accord, mais la majorité impose sa volonté à la minorité. Donc, comme je le dis, même Abraham Lincoln a fini par dire que c'est une perte de temps et d'argent que d'imposer à quelqu'un ce qu'il est déterminé à ne pas accepter. Mais si nous voulons remettre dans la démocratie, je pense qu'il ne devait pas avoir ces blocages partout. Donc, c'est une imposition. Maintenant, si nous voulons, comme le cas de Ghana, moi je suis sidéré ou ne pas dire, je ne suis pas d'accord du fait que le Ghana, les gens l'ont toujours pris comme un modèle démocratique. Mais Rawlings même a dû fusiller des gens à la plage. Non, donc, attention. Rawlings a fusillé à l'époque de la Révolution. Non, attention. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. À l'époque, pas perdre le temps, c'est pour dire que la démocratie, ce n'est pas univoque. C'est une sorte d'équivoque qu'on doit voir. Comment le prendre sur quel pinceau. Et aussi que le problème en Afrique, c'est que notre démocratie, on l'a adapté au modèle européen. On doit un jour s'asseoir pour voir qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre dans notre démocratie et l'adapter. C'est là où moi je peux dire qu'on a véritablement, si par exemple, tout ce que nous faisons, nos cultures sont acceptées chez nous-mêmes et que nous acceptons d'évoluer, c'est la soumission du droit coutumier. Du droit coutumier ou consort à la vie de la population et comment l'accepter, qu'on devait même dire que la démocratie africaine, mais vous voyez actuellement, tout ce qu'on fait comme démocratie chez nous, c'est comment copier le modèle blanc et l'implanter chez nous. Donc moi, je n'appelle pas ça continuer sans doute avec la Centrafrique et puis le Togo. On aura sûrement des choses sur la démocratie à dire. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine a reçu mardi un effectif supplémentaire de 300 casques bleus du contingent rwandais afin de renforcer les capacités de la mission et répondre aux défis sécuritaires actuels, a annoncé la force de l'ONU. Firmin Tekou-Agbo, renforcer la force de l'ONU et donc arriver à lutter peut-être contre les groupes rebelles qui pullulent partout
en République centrafricaine. Ça fait déjà des années que les Nations Unies sont dans ce pays, mais la sécurité, le problème de sécurité n'a jamais été résolu. Vous imaginez, les Nations Unies étaient là, mais à peine l'État contrôlait un tiers du territoire. Vous imaginez, il a fallu l'intervention ou le renforcement du partenariat Centrafrique-Russie pour que l'État arrive à contrôler au moins 80% du territoire aujourd'hui. 80% aujourd'hui, l'État arrive à contrôler avec l'aide de la Russie, l'aide matérielle, l'aide militaire, l'aide technique de la Russie, 80% du territoire. Donc, vous imaginez, moi, je pense que cette intervention de la communauté internationale, elle n'est pas seulement pour les pays, mais elle est beaucoup plus pour des agendas cachés. Donc les Nations Unies sont dans ce pays, ce n'est pas seulement pour la sécurité ou les beaux yeux des Centrafricains, mais c'est parce qu'il y a de la richesse dans le sous-sol, il y a du diamant, il y a d'autres richesses beaucoup plus importantes qui attirent, et il y a des commerces officieux qui s'opèrent hors caméra. Cela, bon, c'est à titre officiel, on vient renforcer la sécurité de la Centrafrique, mais je ne pense pas que ça puisse changer le quotidien des Centrafricains si les Centrafricains eux-mêmes ne prennent pas le problème à bras le corps pour continuer de renforcer leur partenariat avec la Russie et pourquoi pas avec la France. Donc, bien sûr. La Russie est une solution pour la République centrafricaine. Oui, la Russie est une des solutions. Mais on sait que la Russie aussi est là pour ses intérêts. Mais du moment où on arrive à voir quelques fruits de cette petite coopération entre les deux États, je pense qu'il faille accentuer à ce niveau pour pouvoir avoir d'autres résultats beaucoup plus engageants. Et aussi ne pas négliger la France, parce que quand on dit non à la France, on peut voir ce qui arrive, vous imaginez. Vous avez vu Haïti, Madagascar, Mali, même avec des histoires de quelqu'un peut poignarder le président. Donc, Haïti, on voit plus la Colombie, c'est ce qu'on a appris. Oui, c'est ce qu'on dit, et puis on parle aussi un peu des Français. Donc, bon, je peux dire, oui, moi je dis simplement que la Centrafrique peut revoir sa coopération avec la France, parce que la France, elle ne peut pas se départir facilement de la France. La France ne va jamais l'accepter. À Clessor, les soldats sont déjà arrivés, les soldats de la paix sont déjà arrivés à Bangui. Officiellement, c'est pour pouvoir aider l'armée à faire face à ces groupes rebelles. Malheureusement, peu importe la force que les Nations Unies envoient dans un pays, ce n'est pas pour les beaux yeux de la population, c'est leur intérêt est caché. Comme la Russie d'ailleurs en a fait. Actuellement, quand vous voyez les peuples qui sont martyrisés, vous allez en Russie, les Tibétains sont maltraités par le président russe. Vous allez en Chine, les Ouïghours ont le même problème. En Corée du Nord, donc on ne voit pas là-bas qu'il faut secourir les gens là. Donc c'est comme s'il y a des pays normalement cités qu'on doit aller intervenir. Pourquoi ils ne font pas dans ces pays? Donc c'est pour dire que ce sont des intérêts. Et la terre de Centrafrique est tellement riche, et en bois, en ressources minières, tout tellement qu'ils sont là-bas. Et en plus, faut pas qu'on se berne. Et je pense que le coup de force qu'ils font Russie-France, c'est juste pour monter les enchères. Parce que c'est la Russie qui a vendu plus d'armes en Libye. Et les pétroles libyens, c'est la Russie qui en a importé. Donc, tout ce qu'ils font, les 5 membres permanents des Nations Unies, là, je suis sûr qu'ils sont là juste pour piller ou bien pilonner des choses dans les autres pays. Et en plus, ce qui m'intrigue dans tout ça, là, les cartes numériques, actuellement, avec l'avènement de l'Internet, on devait avoir ça. Et on dit la Centrafrique n'avait pas les moyens pour avoir une carte numérique de son pays, pour savoir quel est le problème, où est le même pays à qui on a donné des embargos, et la même Russie n'a pas branché, alors que c'est elle qui a mené les soutiens militaires qu'on soit, mais n'a rien dit, et c'est la Chine qui n'était pas toujours d'accord. C'est pour dire que, et ça me désole, et je me dis que quand est-ce que, soit on vend l'Afrique et puis on est d'accord, ou ça dit que on ne va pas se fatiguer chaque fois, quoi, parce que ce genre de choses, 300 et vraiment, il faut mettre, ils sont des Rambo ou bien c'est des commandos avec, ils sont des Superman, et les 300. Oh, et on Firmé l'a déjà dit, ils sont là depuis, ils étaient au Mali, ils étaient partout, sauf qu'ils n'ont jamais donné une solution probante. Et ils sont là, c'est peut-être on va dire qu'ils empêchent les affrontements, mais ils étaient là quand les anti-Balaka, les Balaka, tout ça a eu lieu. Nous,
l'arrivée des Russes, le président devait avoir le pays comme son petit, le cadre strict de la présidence. Donc moi je dis que c'était pour la couleur aux yeux, ce genre de choses, et aussi pour dire qu'ils voient tout ça. Et en plus, c'est comme ils sont renégociés, hein, où la France devait avoir son nation à jouer dans ces choses-là, c'est cela. Et aussi, comme on le disait, moi je pense que si on est en démocratie, c'est à nous, c'est ce que l'État concerné demande qu'on envoie. L'État, la Centrafrique a demandé des armes pour se défendre contre le... Mais on lui envoie des soldats à la place. Oh, ces soldats seront entretenus. C'est sur le budget du même pays. Donc moi, je me dis que je ne suis pas friand par rapport à ces genre de choses. Mais voilà, il faut quand même le consommer comme ça. Maurice, donc Covid, c'est un peu contradictoire. Hein. On demandait des armes, on n'en a pas. Maintenant, on a des soldats. Comment ils vont s'organiser? Et récemment, ça fait 3 jours, des groupes rebelles se sont signalés à 550 km de Bangui. Ils sont là peut-être pour les mater. Je vois pas trop comment on peut mater avec 300 casques bleus. Je trouve que en termes de... Je trouve qu'en termes de médiatisation, c'est le Rwanda qui gagne. C'est le Rwanda qui se pose actuellement comment dirais-je, pays capable un tant soit peu d'assurer une certaine stabilité, disons, qui est détenteur de ce qui peut être stable ou pas. C'est déjà une bonne chose qu'ils soient des Africains. Alors c'est une bonne chose qu'ils soient des Africains. Personnellement, je trouve que c'est le bémol est que cela ne soit pas des troupes d'intervention africaines. Parce que quand on dit MINUSMA, on dit ONU. Quand on dit ONU, on dit Conseil de sécurité. Quand on dit Conseil de sécurité, on dit puissance. Et quand on dit puissance, on parle des principaux protagonistes qui font que la Centrafrique est instable actuellement. Derrière le Tchad, il y a la France. Mais derrière une bonne partie des rebelles, il y a eu le Tchad. Quand vous prenez, comment dirais-je, un certain nombre de groupes qui sont intervenus en Centrafrique, on a eu Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est le Congo. Derrière le Congo, vous trouverez d'autres protagonistes. Et effectivement, oui, il y a le sous-sol centrafricain qui est convoité. Il y a la Russie qui ne se mettra jamais... comment dirais-je, disons, qui n'ira pas obéir aux États-Unis ou à une quelconque France ou une Union européenne et qui a déjà des conflits très larges avec ces entités-là. On a la Chine qui est tout juste à côté, qui a ses prétentions aussi, et ainsi de suite. Donc, quand on dit la MINUSCA, le problème avec ce genre de force, c'est qu'on ne nous explicite pas le mandat. C'est quoi? C'est une troupe d'action, de répression, c'est une troupe d'interposition. Qu'est-ce qu'on va faire? On va stabiliser le front, on va aider la Centrafrique à récupérer du territoire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, comment dirais-je, former l'élite militaire centrafricaine. On n'explique pas. On n'explique pas, on a des missions qui sont comme ça, et après, très généralement, ça finit mal parce que on a des frictions avec les populations. On va avoir des scandales, abus sexuels, ainsi de suite, pillage de ressources, raquettes. Bon, donc, voilà, à la fin, je pense que même la MINUSCA, ou même l'ONU, ne serait-ce qu'en ayant un aperçu de ce qui se dit sur les plateformes africaines où on parle justement d'actualité, je pense qu'ils doivent comprendre qu'à un moment, les gens sont très dubitatifs. Quand on parle, on dit, oui, voilà, on a amené une telle force pour... on a vu ce que ça a donné en Côte d'Ivoire, on a vu ce que ça a donné au Mali, on a vu ce que ça a donné en Centrafrique. Le Japon lui-même, qui a eu une occupation américaine, a mis énormément de temps pour s'en débarrasser. Il y a encore des bases. Donc, bref, c'est très ambigu, et quand moi je vois des titres comme ça, pour moi c'est des effets d'annonce. Bon, oui, 300 casques bleus rwandais. Bon, et puis quoi, voilà. Et puis quoi, voilà. Il y avait effectivement une force d'intervention de l'Afrique centrale qui comprenait un certain nombre de pays. On n'en parle plus. Je me rappelle, il y avait des Gabonais, des Congolais, tout ça. Et même dans le problème centrafricain, à un moment, c'est compliqué. Tantôt, le dossier, il est à l'ONU. À un moment, on voit Sassou Nguesso qui dit, oui, bon, lui, il est le plus âgé qui va traiter. Et c'est, si vous voulez, c'est un panier à crabes. Donc, je dis, ce qui est dommage, c'est pour la Centrafrique, c'est justement ça. C'est-à-dire d'être dans un état où il y a énormément de conflits, où il y a beaucoup d'instabilité,
et où on est obligé de faire des concessions et on se retrouve au milieu, comment dirais-je, menacé par tous les acteurs qui se sentent grands et puissants. Bon, j'imagine l'état du président centrafricain actuellement, où tu es à couteau tiré avec la France, avec les États-Unis parce qu'il y a la Russie, parce qu'il y a la Chine qui regarde un peu, et puis il y a les conflits locaux, des problèmes aux frontières avec le Cameroun, le Tchad, le Congo. Mais comment tu gères tout ça? C'est terrible. On va donc marquer la pause et on revient pour la suite. Et la suite, c'est le tour.